bienvenue dans notre émission MMA en direct. Au programme aujourd'hui, la retraite. Et une question, comment bien préparer sa retraite? Nous verrons ensemble les régimes obligatoires, leur évolution, les nombreuses réformes, et puis surtout comment se préparer à titre individuel, comment épargner pour sa retraite, c'est ce qu'on appelle l'épargne retraite. Avec moi, 3 experts. Geoffroy Brossier, vous êtes directeur commercial marketing Offre-Vie Covéa MMA, bonjour. Bonjour. Philippe Crevel, vous êtes économiste, directeur du Cercle de l'épargne, bonjour. Bonjour. Et Olivier Poncin, vous êtes directeur offre, ingénierie et support vie Covéa MMA, bonjour. Bonjour. Philippe, on va commencer par le haut en entonnoir, comme on a l'habitude de le faire. Est-ce que vous pouvez nous présenter le dispositif français de retraite obligatoire, puisque voilà, c'est une constante depuis maintenant des décennies. On est obligatoirement couvert quand on a été actif au titre de la retraite. Depuis 1945, en France, on est couvert, qu'on soit salarié, indépendant, fonctionnaire, par donc l'assurance vieillesse. Ouais. Ce système d'assurance vieillesse, il est complexe, parce que premièrement, il répond à des situations extrêmement diverses, en fonction de son statut professionnel, en fonction de sa carrière professionnelle. Et puis, il y a également le poids de l'histoire. Le premier régime de retraite en France ne date pas de 1945, il date de 1681, c'était sous Louis XIV, c'était le régime des marins. Et d'ailleurs, ce régime demeure toujours en fonction d'activité. C'est un régime spécial, il a passé les siècles. Mais pour l'ensemble, une très grande majorité de Français, l'assurance vieillesse, c'est un système à 2 étages. Le régime de base qui assure, on va dire, un minimum de pension, mais plafonné en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale, 50%. Et un régime complémentaire. Pour les salariés, c'est l'AGIRC et l'ARCO. Le système cadre, le système non cadre. Et donc, ces 2 étages, base plus complémentaire, permet aux Français donc d'avoir un niveau de pension qui est relativement correct par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Certains disent que c'est le meilleur système du monde. Il ne faut pas exagérer. D'autres pays ont des systèmes qui assurent un meilleur niveau de revenu, mais on a un système correct. Et ce régime dit obligatoire finance les revenus des retraités à hauteur de 80%, voire plus de 80%. Le reste, c'est les revenus du patrimoine. C'est également quand on accumule emploi-retraite. Et puis, c'est l'épargne retraite dont nous allons parler dans les prochains instants. Alors vous dites qu'on bénéficie d'un bon système, d'un système très satisfaisant. Pour autant, on voit beaucoup d'assurés, notamment des jeunes, dire « moi, de toute façon, je ne m'occupe pas de ma retraite parce que je n'aurai pas de retraite. » quoi. Alors, est-ce qu'il est à bout de souffle ou alors est-ce qu'il est satisfaisant? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ce sentiment des jeunes qui indiquent « en fait, les baby-boomers vont tout nous prendre, on n'aura rien ». C'est exagéré. On est dans un système par répartition en France. Ce sont les cotisations que l'on verse quand on est en activité qui financent les pensions des régimes obligatoires. À ne pas confondre avec les capitalisations, dont on va encore reparler dans quelques instants, où là, les cotisations, les primes, sont placées sur des produits financiers, sur de l'immobilier, et c'est les revenus et les plus-values qui permettent de financer les fameux suppléments d'épargne retraite. Si on est dans le régime par répartition, pourquoi les jeunes considèrent que la situation est un peu complexe? C'est simple. C'est un problème avant tout démographique. Plus il y a de retraités, plus il faut verser des pensions. Si d'autre part, il y a pas moins en moins d'actifs, mais si le nombre d'actifs n'augmente pas à due proportion, évidemment la charge supportée par les actifs augmente. Et à un moment donné, si on élève trop les cotisations, c'est l'emploi qui est pénalisé et c'est les revenus de ces personnes qui sont en activité. Donc il faut trouver le juste équilibre. Aujourd'hui, les cotisations pour les régimes obligatoires, c'est à peu près 28%. La France, déjà, met beaucoup d'argent pour ses retraites, c'est 14% de son PIB. C'est 340 milliards d'euros. Et donc les jeunes se disent, mais avec les baby-boomers qui arrivent à la retraite, comment on va faire? Car c'est vrai qu'en 1981, il y avait 5 millions de retraités. Aujourd'hui, il y en a 16 millions. Il y en aura 23 millions d'ici le milieu du siècle. Phénomène quantitatif qui est lié, on va dire, à l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses nées entre 1948 et 1970. À cela s'ajoute un phénomène qualitatif, l'espérance de vie. En 1950, quand on prenait sa retraite, on avait un horizon de 15 ans.
Aujourd'hui, on a un horizon de 25 ans, et ce n'est pas, il faut quand même l'indiquer, la crise sanitaire qu'on connaît à l'heure actuelle qui va complètement modifier cette donne. Il y a une petite baisse conjoncturelle, il faut l'espérer, mais on reste au-delà de 25 ans d'espérance de vie à la retraite. Et donc, beaucoup de personnes à la retraite qui vivent longtemps, ça a un coût, et donc on est forcé de faire des arbitrages. Et c'est vrai que ça remet en question le système obligatoire tel qu'on le connaît depuis 1945. Les pensions ont tendance à baisser, et est-ce que du coup ça va continuer ? Tous les rapports, que ce soit celui du Conseil d'orientation des retraites du mois de juin de cette année, que ce soit un rapport de la Cour des comptes qui a été publié également au mois de juin, et dernièrement le rapport de la Commission donc, sur les défis économiques à relever après la crise sanitaire, commission présidée par Jean Tirole et Olivier Blanchard. Tous ces rapports indiquent clairement que compte tenu des réformes qui ont déjà été engagées depuis 1993 pour éviter une explosion du système, le niveau de vie relatif des retraités dans les prochaines décennies va être amené à baisser. Globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, les retraites, ça représente 50% du salaire moyen, on va tomber plutôt autour de 36%. Si je parle taux de remplacement, montant à la fin donc, de sa vie professionnelle de la pension par rapport au dernier salaire, on va perdre une dizaine de points dans les prochaines décennies. Et ça, c'est avant toute réforme qui pourrait être engagée ultérieurement. C'est simplement l'application des réformes depuis 1993, et en particulier la désindexation, qui a des effets extrêmement importants. Il y a également les 25 années qui sont prises en compte pour calculer la pension, les 25 meilleures années, en lieu et place des 10 meilleures. Et puis le fait qu'il y a des systèmes de décote qui ont été mis en place, qu'il faut une durée de cotisation plus longue, tout ceci contribue à éroder le niveau des pensions. Alors vous avez évoqué les réformes. Il y a une réforme qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a amené pas mal de gens dans la rue, comme souvent en matière de retraite, c'est la retraite universelle. La pandémie a un peu tout stoppé, on ne sait plus trop où on en est, est-ce que ça va revenir ? On en reparle ces derniers jours, qu'est-ce qu'il faut en penser, Philippe ? La réforme dite du système universel, c'était avec comme objectif de faire converger les 42 régimes de base issus, on va dire, du passé, de notre histoire sociale, également la centaine de régimes complémentaires vers un système par points, tel qu'on le connaît par ailleurs avec le régime Agirc-Arrco. Et d'autre part, il y avait l'idée d'un âge pivot à 64 ans qui a entraîné d'importantes manifestations. Le président de la République a décidé au début de la crise sanitaire de bloquer cette réforme, du fait qu'on était dans un contexte évidemment totalement changé, modifié. Depuis plusieurs semaines, il évoque l'idée de repartir sur cette réforme. Il y a un message un peu pour nos partenaires européens en disant, vous voyez, on va réformer notre système. La France, ce n'est pas que des dépenses, on sait faire également quelques économies. Mais au-delà de ces problèmes européens, on sait qu'il va falloir faire évoluer le système de retraite. Il sera dans les prochaines décennies en déficit à hauteur de 0,7 points du PIB, sous réserve d'ailleurs que la croissance reparte. Donc s'il n'y a pas de croissance, parce que ça c'est important, il faut dire que sans croissance, le régime par répartition, il est en extrême difficulté. Donc sans croissance, on est vraiment dans le rouge. S'il y a de la croissance, on est un peu en difficulté. Donc l'idée d'une réforme dans les prochaines années est à peu près incontournable. Savoir si ce sera avant ou après la présidentielle, là je suis beaucoup plus prudent. C'est vrai qu'en général, on ne fait pas des réformes importantes en matière de retraite avant une élection capitale. Il est possible qu'il y ait quelques petits ajustements, quelques petits, on va dire, quelques petites améliorations pour les retraites. Cette idée de porter à 64 ans, comme cela a été signalé donc par le quotidien Les Échos, là je reste très prudent. Geoffroy Brossier, Philippe le disait, les pensions s'érodent, on va perdre 10-15 points dans les prochaines années. Est-ce que ça signifie que la seule solution, c'est d'épargner pour sa retraite, c'est l'épargne retraite ? Alors effectivement, par rapport à ce constat très clair de la situation que vivent et que vont vivre les Français, le besoin de se constituer un capital retraite est important. Mais finalement, avant de se constituer un capital retraite, les Français, d'abord, souhaitent se constituer un toit pour leur retraite. Et donc, pour le faire, ils vont acheter leur résidence principale, principalement par crédit immobilier. Et donc, pendant 15 ans, 20 ans, leur capacité financière va être réduite à due concurrence de ce remboursement.
une fois la résidence principale acquise, eh bien là, différentes solutions se proposent à eux. L'assurance vie, qui est un produit bien inscrit dans l'épargne des Français. Dans l'univers immobilier, le fait de se constituer des revenus locatifs, et donc il y a eu une succession de produits, le dernier en date qui est celui de la loi Pinel. Là, par contre, on est dans un univers de produits plus complexes à gérer, avec une liquidité, c'est-à-dire une capacité à vendre le bien immobilier qui est un peu plus compliquée. Et en dernier lieu, eh bien, évidemment, il y a ce nouveau produit, le PER, que nous allons développer. J'en profite néanmoins pour dire que dans cette période de confinement, de crise sanitaire, qui inquiète les Français, et c'est légitime, nombre d'entre eux ont placé leur épargne sur des comptes bancaires et des livrets. Eh bien, je leur dis que ce ne sont pas des solutions ou des produits d'épargne qui vont leur permettre de se constituer un capital retraite au départ à la retraite. C'est dit. C'est dit. Les pensions s'érodent. L'épargne retraite constitue la solution, une vraie solution, et c'est ce qui explique que la loi Pacte, il y a 2 ans, ait réformé l'épargne retraite en France. Avant de présenter le PER, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes et notamment les objectifs de cette réforme ? Eh bien, le point de départ l'objectif de cette réforme, c'est le constat que faisait Philippe, et donc la nécessité pour les Français de se constituer un capital retraite. Et le constat également qu'il le faisait assez peu. Alors, plusieurs raisons. La première, une diversité de produits. Le Madelin pour les travailleurs non salariés, le PERP pour les particuliers, le PERCO ou l'article 83 pour les salariés d'entreprise, avec des transférabilités partielles entre ces différents produits, et par rapport à un parcours professionnel qui peut évoluer, ouais. Voilà, qui est fluctuant sur 40 ans. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, le gros frein, c'est que ces produits sortaient en rente, et donc un besoin pour les Français d'obtenir au moment du départ à la retraite d'un capital et pour en faire ce qu'ils souhaitent. Donc, deuxième gros frein. Donc, ce projet, cet article de loi de la loi Pacte qui crée le PER en 2019 simplifie l'offre avec un seul produit qui donc peut accompagner sur la vie professionnelle du salarié, du travailleur non salarié, de l'artisan, eh bien, sa constitution d'un capital retraite. Et ce capital retraite, il peut en bénéficier au moment du départ à la retraite, puisqu'il peut choisir entre une sortie en rente ou une sortie en capital. Et ne l'oublions pas, la fiscalité est avantageuse, puisque, comme pour le Madelin ou le PERP, la capacité de l'épargnant lui est donnée de déduire ses versements sur ses revenus professionnels pour le travailleur non salarié ou impôt sur le revenu pour le particulier. Olivier Ponsat, on va rentrer encore plus dans le sujet. Le PER donc, est arrivé, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on peut le souscrire. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les grandes caractéristiques ? Alors, le PER permet d'accueillir en fait 3 types de versements. Les versements qui sont versés dans le cadre de l'entreprise, l'ancien PERCO, qui maintenant devient PERCOL. Les versements qui sont versés dans l'entreprise au titre du PER obligatoire, ex-article 83, qui a une particularité, c'est que les sommes qui sont investies dessus, la possibilité de sortie est limitée à la rente viagère. Et puis les versements volontaires, donc qui eux sont, Geoffroy le disait à l'instant, sont déductibles. La grande révolution, c'est la sortie, on en parlait tout à l'heure. On change de paradigme là. Autrefois, on avait des dispositifs qui étaient très contraints, c'était des produits de retraite. Avec le PER, en fait, on a un produit d'épargne retraite qui permet de sortir sous forme de capital, de rente viagère. Mais je pense qu'on le développera plus tard, surtout de pouvoir retirer de l'argent quand on le souhaite à partir de l'âge de départ à la retraite. Geoffroy Brossier, c'est vrai que c'était un grand frein, cette sortie obligatoirement en rente. Aujourd'hui, avec le PER, on pourra retirer
de façon échelonnée, d'ailleurs pas forcément d'un seul coup le capital. Ça rapproche du coup le PER de l'assurance vie. Est-ce que ça en fait des produits concurrents ou au contraire complémentaires? Comment ça vous voyez? Alors je répondrai plutôt complémentaire. Je développe. Donc l'assurance vie, comme je le disais tout à l'heure, c'est un produit qui s'inscrit dans l'univers de l'épargne des Français, qui répond à différents objectifs, à leurs objectifs qui sont se constituer un capital pour réaliser des projets. Ouais. Projets immobiliers, le financement de l'éducation des enfants, qui ne cesse de se renchérir, l'éducation supérieure, et puis, à plus long terme, la transmission du capital. Avec le PER, on a un produit qui est vraiment dédié à la constitution d'un capital retraite, avec un mécanisme de fiscalité sur le versement, qui permet de déduire chaque année dans le cadre d'un plafond, les versements. Et donc, on a, en fonction de l'objectif du client, donc 2 univers. Un univers réponse à des projets personnels ou du foyer, immobilier, éducation, donc besoin de financement à court et moyen terme, et puis un objectif clairement défini qui est celui de se constituer un capital retraite. Donc, complémentaire. 2 produits complémentaires qui ressemblent, mais jusqu'à un certain point, qui restent différents. En termes d'alimentation du PER, est-ce que ça se passe très différemment de l'assurance vie? Comment on alimente un PER? Alors déjà, un PER, ça s'alimente régulièrement, puisque chaque année, on veut profiter de l'avantage fiscal. Ce qui est important, c'est vraiment de faire un point avec son conseiller, un agent MMA, pour bien déterminer quel est son besoin. Si son besoin, c'est un projet à court moyen terme, c'est plutôt l'assurance vie. Et on l'alimente, on va dire, plutôt généralement avec des versements ponctuels. On a une entrée d'argent un petit peu imprévue, on fait un héritage, on le verse sur son contrat d'assurance vie. Là, avec le PER, c'est plutôt une alimentation régulière pour profiter de l'avantage fiscal. Geoffroy, on va peut-être s'arrêter un tout petit peu sur la fiscalité. Et j'ai envie de vous demander, bon, il y a cette carotte, hein, les fiscalistes ont l'habitude de parler de carotte fiscale, hein, à l'épargne retraite. Comment on en profite au mieux? Quelle stratégie fiscale on a intérêt à déployer avec le PER? Alors, la stratégie fiscale est une stratégie fiscale personnelle ou la stratégie fiscale du foyer. Et donc, elle se définit en échangeant, hein, c'est un sujet complexe, avec son agent général. Avec 2 situations qui sont totalement distinctes, qui sont la fiscalité et le taux d'imposition pendant la période de capitalisation, de versement sur son PER. Et donc, il faut que l'épargnant en ait connaissance, hein, et donc il arrive avec cette information. Et avec l'agent général, il va calculer le taux d'imposition qu'il aura au moment du départ à la retraite et pendant sa retraite. Vraisemblablement, ce taux d'imposition sera inférieur à sa période d'actif. Et donc, c'est ce différentiel de taux qui va être favorable. Il faut qu'il soit favorable, en fait, pour que l'épargnant verse sur son PER. Donc, taux d'imposition pendant la période active, au moment des versements, taux d'imposition au moment du départ à la retraite et pendant la retraite. Et donc, c'est cet écart de taux qui est déterminant par rapport à la stratégie de versement sur le PER. Olivier, au-delà de cette stratégie, il me semble qu'il y a un principe clair quand même, c'est que plus on dispose de revenus importants au moment où on est actif, plus on est fiscalisé à l'impôt sur le revenu et plus on a intérêt à souscrire un PER et à verser et à profiter de l'enveloppe fiscale. Donc on a fait des calculs par rapport à l'assurance vie. En fait, le PER devient plus intéressant que l'assurance vie quand on a un taux marginal d'imposition qui est supérieur ou égal à 30%. Aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, 30%, le taux marginal d'imposition, on a un petit peu oublié ce que c'était, puisqu'on a plutôt un taux moyen sur sa déclaration d'impôt. Ça correspond environ à 2 500 € pour une personne seule et 5 000 € pour un couple. Donc ça, c'est important de bien dépasser ce taux, d'avoir ce taux d'imposition minimum, parce qu'à la retraite, effectivement, si on fait des retraits, on va distinguer en fait 2 parties. Une partie plus-value qui va être imposée comme l'assurance vie avec un prélèvement forfaitaire maximum à 30%, et la partie versement.
Donc plus-value, ça ressemble à l'assurance vie. Les versements, par contre, vont rentrer dans le revenu imposable. D'où ce que dit l'intérêt de bien faire le calcul, de descendre d'une tranche, qui est souvent le cas des personnes qui sont le plus fortement imposées en activité. Généralement, arrivées à la retraite, on parlait tout à l'heure de taux de remplacement, le taux de remplacement diminue, et donc normalement on descend d'une tranche. Si on descend d'une tranche, on est forcément gagnant par rapport à l'assurance vie. On a déduit à une tranche supérieure à voilà, la tranche à laquelle on a donc on gagne sur l'écart de taux marginal d'imposition, avec quelque chose qui est important, c'est qu'il faut absolument pouvoir lisser dans la durée et adapter finalement ses retraits à sa fiscalité. D'où il faut plutôt éviter de récupérer le capital une seule fois, parce qu'effectivement, là, on va grimper cette année-là de taux marginal d'imposition et payer plus d'impôts alors qu'il suffit de lisser. Geoffroy, on parle de fiscalité, et c'est bien normal, encore une fois, hein. Sur ces produits-là, la dimension fiscale est importante. Il y a une autre dimension qui est importante, c'est la durée sur laquelle on va cotiser, épargner, pour se constituer des droits. Est-ce que du coup, il y a un âge idéal pour souscrire un PER et commencer à l'alimenter ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'âge idéal, puisque chaque situation est personnelle. En introduction, j'évoquais le fait que les Français, d'une façon générale, d'abord achètent leur résidence principale et donc, par là même, ont une capacité d'épargne qui est réduite. Mais le message que je voudrais dire, c'est qu'il faut, et pour rebondir sur ce que disait Olivier, avoir une stratégie de versement régulier, puisqu'en fait, si tardivement on prend conscience d'une insuffisance de capital retraite pour bien vivre sa retraite, eh bien, la capacité de déduction fiscale sera limitée par rapport au versement qui pourrait être fait par l'épargnant. Donc, cette capacité, cette déduction fiscale, si on veut l'optimiser, il vaut mieux faire des versements réguliers. Et en plus, les versements réguliers ont une autre vertu, c'est que ça permet de rentrer sur les marchés financiers à des moments différents. Et donc, lisser ces points d'entrée pour se constituer un matelas de plus-value, je dirais, plus significatif, plutôt que de rentrer à des points très concentrés. Souvent, on conseille, on dit qu'il faut commencer à s'en préoccuper tôt. On sait qu'il y a beaucoup d'actifs qui commencent à regarder ça à 55 ans, quand la retraite commence à être un vrai sujet. Il n'est pas trop tard pour autant ? Alors, je n'ai pas, en fait, totalement répondu à votre question. Donc, vous me demandiez l'âge idéal. L'âge idéal, pour nous, c'est plutôt 45 ans. Ouais. Voilà. Donc, 45 ans, 65 ans, ça fait 20 ans de cotisation. Donc, bien évidemment, 55 ans, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ouais. Hein. Mais, comme je l'évoquais à l'instant, à ce moment-là, pour rattraper le retard, on va verser on va réaliser des versements plus importants. Et ces versements ne seront pas totalement, ne bénéficieront pas totalement de la déduction fiscale. Voilà. Ouais, mais il est pouvoir tout déduire. Exactement. Philippe Crevel, on le disait, on insistait sur ce point important. Avec le PER, on va pouvoir sortir en capital, en récupérant son épargne progressivement éventuellement. Mais en revanche, pour ça, il faut attendre la liquidation de la retraite. Est-ce qu'il y a des choses quand même de prévues pour pouvoir récupérer une partie, tout ou partie de son épargne avant de prendre sa retraite ? Donc la loi Pacte a prévu évidemment, dans certains cas, une possibilité de retrait en capital avant donc, la retraite. Il y a 5 cas, on va dire, qui sont liés à des situations sociales qu'on ne souhaite à personne, et un cas qui a été ajouté. Dans les 5 cas, donc plutôt des problèmes sociaux, ça peut être donc la cessation d'activité, liquidation de son entreprise, ça peut être l'invalidité, ça peut être le décès de son conjoint. Donc on est sur des situations un peu extrêmes. Il y a un cas qui a été rajouté, c'est la possibilité de faire une sortie en capital pour acquérir sa résidence principale. Ça existait auparavant sur le PERCO, là ça a été étendu, sur le PERI, le plan d'épargne retraite individuelle. Et donc, il y a la possibilité, même si ce n'est pas la logique, mais comme on sait bien que chez les Français, l'idée de posséder son toit, ça fait partie d'une stratégie retraite. Donc le législateur a permis une sortie anticipée en capital pour acheter sa résidence principale.
Autre question qui se pose et que se posent certains assurés, Olivier, il peut arriver quelque chose, là aussi on le souhaite à personne, de grave pendant la durée du contrat à l'assuré. Est-ce que des mécanismes sont prévus ? Alors, la loi Pacte a prévu la possibilité d'offrir en option pour les TNS ce qu'on appelle une garantie exonération du paiement des cotisations en cas d'arrêt de travail d'invalidité. Donc, si malheureusement ça arrive au TNS, après un délai de 90 jours, en fait, c'est MMA qui va prendre en charge les cotisations jusqu'à la retraite. Ce n'est pas parce que la personne est en incapacité ou en invalidité qu'elle a moins besoin de retraite. Elle peut avoir la même espérance de vie d'ailleurs. Donc effectivement, le cas de sortie qu'évoquait Philippe à l'instant, c'est plutôt effectivement pour les gens qui n'ont pas cette garantie-là. Donc une vraie protection pour les TNS. On a aussi une deuxième option qui est pour protéger plutôt le conjoint qui ne travaille pas, ce qu'on appelle une garantie de bonne fin. En cas de décès, on va verser le capital, l'épargne de retraite qui était prévue à l'assuré. Donc ça permet aussi de mieux protéger le conjoint et lui permettre d'avoir une retraite. Et puis, dernier cas, là, c'est une garantie qui est en inclusion dans le produit. C'est qu'effectivement, on peut décéder à un moment où les marchés financiers ne sont pas au meilleur moment, on va dire. Imaginez un décès l'année dernière au mois d'avril. Donc là, il y a ce qu'on appelle une garantie plancher qui permet à chaque assuré d'être sûr de récupérer, que les bénéficiaires puissent récupérer à minima le cumul des versements, donc au moment du décès. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation des marchés financiers. Alors, Olivier évoque les marchés financiers. Geoffroy, ça évoque les supports d'investissement. Alors, c'est aussi une question importante. Quand on souscrit un PER, sur quoi on investit ? Sur quels supports, sur quels actifs on investit ? Donc, on investit sur les supports qui sont proposés dans le contrat d'assurance vie. Et donc on a deux familles du PER, et d'ailleurs c'est un lapsus révélateur, puisque globalement on a les mêmes supports, les mêmes solutions dans le PER que dans les contrats d'assurance vie. Donc deux familles du support, l'actif général, qui a plutôt une espérance de rendement futur sur le marché français en baisse. L'actif général est investi sur des obligations. Les obligations aujourd'hui servent des taux de rendement proches de 0%. Et donc, on a une baisse tendancielle des taux de rendement sur l'actif général. Et puis, en complément de l'actif général, il y a ce qu'on appelle les unités de compte. Et donc, les unités de compte permettent à l'épargnant de placer leur épargne sur des actifs, sur des marchés financiers, les actions françaises, européennes, mondiales, par nature d'actifs, sur les marchés pétroliers, et de plus en plus avec un univers économiquement, socialement responsable, ESG, qui sont proposés dans la gamme des unités de compte. Voilà, donc un univers familier pour les épargnants qui ont un contrat d'assurance vie, puisque c'est un peu le même, ce sont les mêmes offres qui sont proposées. Olivier, à entendre Geoffroy, j'ai un peu le sentiment qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, se construire un contrat sur mesure adapté à ses besoins. Je me trompe ? Non, tout à fait. En fait, ce qu'il faut, c'est bien travailler avec son agent MMA pour, déterminer sa capacité d'épargne, déterminer ses besoins à la retraite. Donc, les agents disposent d'outils pour bien estimer le montant de la retraite et à partir de là, déterminer les versements réguliers que doit faire l'adhérent, le client. À partir de là, l'agent va travailler avec son client sur son profil de risque. Donc, on a des outils qui permettent aussi de déterminer l'appétence au risque financier du client. Puis en fonction de sa connaissance et son expérience financière, on va déterminer avec le client quelle part de son épargne il va verser sur l'euro et quelle part il va verser sur les UC, avec l'avantage qu'évoquait tout à l'heure Geoffroy, c'est-à-dire qu'un PER alimenté de façon régulière, ça permet aussi de limiter et de lisser le risque dans la durée au niveau des marchés financiers. Oui, c'est une vraie réflexion, un vrai audit, c'est pas j'ouvre pas un livret A, quoi. Non, tout à fait. Donc le PER permet une personnalisation, elle est à travailler avec son agent MMA. Donc on peut vraiment adapter le montant des versements, la part qu'on investit sur les marchés financiers, la part qu'on veut en toute sécurité sur le fonds en euros avec son agent. Et ça se fait effectivement, c'est un travail à faire à deux entre l'agent et le client. Geoffroy Brossier, on parle placement, on parle actif, fonds en euros, UC, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur et des idées sur le rendement de votre PER en 2020 ? Alors, plus qu'un ordre d'idée, je vais vous donner le taux de MMA à PER Avenir, qui était de 1,50%, 1,50%. Donc,
comme je l'évoquais, l'actif général, c'est sécurité, la garantie du capital et une liquidité. Pour autant, la baisse tendancielle que nous constatons depuis plusieurs années liée à la situation sur les marchés obligataires perdurera un certain temps, en tout cas. Et donc, dans ce contexte-là, MMA propose un taux qui est tout à fait concurrentiel, puisque le marché, l'année dernière, avait en moyenne, sur les actifs généraux, servi 1,30, donc 1,50, c'est mieux. Mais ce que nous conseillons effectivement à nos sociétés, à nos clients, à nos épargnants, eh bien, c'est une diversification permise par la durée de capitalisation. Philippe, c'est les fameuses UC, hein, on le voit, les rendements des fonds en euros baissent. Il faut aller vers des actifs plus financiers, mais on entend peu parler de performance. Alors, est-ce que ça signifie que c'est compliqué d'en donner, d'appréhender? Qu'est-ce qu'il faut en penser? On aimerait bien avoir un taux de rendement UC comme on a un taux de rendement du livret A, comme on a un taux de rendement du fonds euro. Mais comme ça a été dit, comme Geoffroy l'a dit, les UC, les unités de compte, il y en a des milliers différentes. On peut avoir des unités de compte avec immobilier, des SCPI, on peut avoir même du monétaire, de l'obligataire, on peut avoir des actions. Donc la moyenne de tous ces actifs n'a pas beaucoup de sens. Et puis, d'autre part, les unités de compte, c'est vrai que ça fluctue en fonction des valeurs de marché. Et il faut l'apprécier non pas une année, mais sur la distance. C'est justement l'objectif d'unité de compte, on se dit, on a 10 ans, 15 ans, 20 ans devant nous, et ce qui va compter, c'est cette moyenne des différentes années. Parce que, par exemple, je prends l'année 2018. Là, les marchés étaient un petit peu grippés. On a pu avoir des baisses sur les UC assez importantes, 7, 8, 9 points. Mais 2019 avait été une bonne année. On avait rebondi, on avait plus que compensé. Donc, qu'est-ce que je reprends, 2018 ou 2019 2020, d'ailleurs, si je m'étais arrêté au mois d'avril, là, vous m'aurez dit, franchement, c'est pas une bonne pioche. Fin 2020, c'est plutôt pas mal. Donc, en matière d'unité de compte, il faut suivre ces UC, et d'ailleurs ça se regarde, voir les performances sur 3, 5 ans, 10 ans, voir si on a fait le bon choix, le cas échéant, d'ailleurs vendre si elles ne sont pas bonnes, racheter si on considère qu'il y a du potentiel, ça se gère, avec l'appui des conseillers de MMA, donc pour voir quelles sont les bonnes UC, celles qui offrent les meilleurs rendements. Dans le public, on a beaucoup de chefs d'entreprise. Il y en a beaucoup qui sont TNS, comme on dit, travailleurs non salariés, qui avaient souscrit des Madelins. On sait que c'était quand même pas mal utilisé, notamment la fameuse enveloppe fiscale. Est-ce qu'ils ont intérêt à transférer leur contrat? Alors, c'est un Madelin, mais ça peut être un PERP pour quelqu'un qui a un statut de salarié. Est-ce qu'ils ont intérêt à transférer leur contrat ancien sur un PER? La loi Pacte, l'avantage, c'est justement le transfert. La possibilité donnée à tous de regrouper ces différents produits d'épargne retraite dans le PER. Ça, c'est un formidable atout, parce qu'on peut avoir un morceau de Madelin, on peut avoir un morceau d'article 83, 2 morceaux d'article 83, les plans d'épargne retraite obligatoires en entreprise, un PERCO, et là on peut regrouper. Donc c'est vrai que l'idée de simplifier, c'est pas mal. Après, est-ce que ça doit être automatique? Il faut regarder, évidemment, au cas par cas. Son Madelin, comme son PERP, quand on les a souscrits, peuvent avoir bénéficié d'options intéressantes, de garanties de table de mortalité, voire de garanties de taux. Ça devient de plus en plus rare. Mais bon, il peut y avoir des options particulières qu'on ne va pas forcément retrouver sur le PER. Donc ça, c'est à regarder avec son conseiller. Est-ce qu'il y a avantage ou pas à tout faire converger ou à maintenir son PERP ou son contrat Madelin? Par exemple, sur le PERP, il y avait une sortie en capital de 20%. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on a besoin de plus que 20%? Dans ces cas-là, on peut se poser la question, parce qu'elle est fiscalement plus avantageuse dans le PERP que dans le PER. Ça se discute. C'est pas automatique. Mais c'est vrai que la transférabilité permet la simplification. Mais pour être très clair, quand on dit on peut avoir intérêt à les conserver et à continuer à les alimenter. Depuis le 1er octobre 2020, on ne peut pas ouvrir de nouveaux PERP, nouveaux contrats Madelin, mais ça ne signifie pas que ce qu'on avait avant a été définitivement fermé et qu'on a mis la clé sous la porte. Non, ces produits continuent de vivre, fort heureusement. Il y a simplement la possibilité de les transférer en fonction des avantages qu'on peut avoir avec les nouveaux produits par rapport à la fiscalité, par rapport à la sortie en capital. Et puis, regardez ce qu'on avait dans le passé en options qui pouvaient être intéressants. C'est vraiment au cas par cas à voir avec son conseiller. Geoffroy, imaginons que la réflexion avec le conseiller plaide pour un transfert. Est-ce que c'est simple de transférer un ancien contrat sur un PER? Alors, je dirais que c'est
aussi simple que de souscrire un contrat, finalement. Et pourquoi c'est aussi simple que de souscrire un contrat? C'est que vous souscrivez un nouveau contrat, dans la réalité. Le PER va être le réceptacle des sommes que vous allez transférer sur ce nouveau produit. Donc, il faut aller voir son agent général, faire le diagnostic que vient développer Philippe, à savoir quelles sont les caractéristiques du nouveau PER par rapport à l'ancien produit. Et à partir de là, eh bien, dérouler les objectifs de ce transfert, le patrimoine de l'épargnant, sa capacité d'épargne. Et à partir du moment où l'agent aura recueilli l'ensemble des informations, eh bien, il sera adressé à la compagnie, alors qu'on appelle la compagnie adverse, hein, dans le jargon des assureurs, eh bien, une demande pour transférer les fonds sur ce nouveau PER qui a été ouvert. C'est une démarche qui, globalement, prend malgré tout un petit peu de temps, entre 3 et 4 mois en moyenne. Voilà. Et donc, la compagnie d'où partent les fonds informe le client qu'il a versé à MMA Vie une somme et à une certaine date. Et assez souvent, d'ailleurs, on demande au client d'informer l'agent de cette information pour que nous puissions récupérer sur notre compte bancaire la somme en question et bien l'affecter sur le contrat, sur le PER de notre client. Voilà. Donc c'est une démarche finalement assez classique qui s'apparente à la souscription d'un PER. J'imagine que quand l'ancien contrat était détenu déjà chez MMA, c'est encore plus simple. Oui, puisqu'en fait, on dispose de l'ensemble de l'information et il y a juste à faire la démarche administrative de remplir les informations nécessaires à ouvrir ce PER. Et pour boucler la boucle, souscrire un PER? Eh bien, écoutez, souscrire un PER, c'est à la fois facile et à la fois c'est une étape importante, hein, puisque pour l'épargnant, puisqu'il va, au travers de cette souscription, se construire un capital retraite. Donc, il est vraiment déterminant de rencontrer son agent général, de présenter son objectif personnel, l'attendu en termes de capital au moment du départ à la retraite, une appétence entre rendement et sécurité sur les placements financiers, on a parlé entre actif général et unité de compte, le fameux taux d'imposition actuel, le taux marginal d'imposition actuel et une simulation de ce que peut être le taux marginal d'imposition au moment du départ à la retraite. Et avec ces informations, l'agent général fait un certain nombre de simulations et qui permet de déterminer le versement idéal sur la période de capitalisation de l'épargnant. Donc, globalement, c'est une démarche qui va prendre... c'est un entretien d'1h30 avec l'agent général pour... finaliser ce beau projet. On arrive au terme quasiment de notre émission. On va répondre, vous allez répondre aux questions posées par le public. Avant d'aborder les questions, j'ai envie de vous demander s'il y avait une chose, un conseil à retenir, quel serait ce conseil? Une chose à retenir de cette petite heure qu'on vient de passer ensemble. Je dirais, pour reprendre mon propos à l'instant sur... Le passage dans une agence MMA, justement pour le conseil, c'est de ne pas hésiter à solliciter son agent général par rapport à ce projet. C'est un projet important, se constituer un capital retraite au moment du départ à la retraite. Nos agents généraux chez MMA disposent d'informations, ils ont été formés, ils sont dotés d'outils de simulation qui leur permettent de vous accompagner dans cette démarche. Philippe, une idée forte. En matière de retraite, ce qui est assez étonnant en France, c'est que plus de la moitié des Français considèrent qu'au moment de partir à la retraite, ils n'auront pas de revenus suffisants pour vivre correctement. Ce taux, parmi les actifs, atteint même 71%.
les retraités sont 52 à 53% à penser d'eux-mêmes, en disant en fait on n'a pas assez de revenus. Et ils indiquent dans les études, si on avait su, on aurait peut-être dû penser à se constituer un complément en vue de la retraite. Et donc c'est vrai qu'on est pris dans des contradictions, on a forcément envie de s'acheter soit une voiture, soit de partir en voyage, etc. Mais on sait qu'on doit également préparer sa retraite si on veut maintenir son niveau de vie et profiter, surtout les bonnes années de retraite, où on n'a pas trop d'handicap, pas trop de problèmes de santé, et il faut avoir des revenus, on va dire, satisfaisants. Et donc c'est vrai que cela se prépare en amont. Il faut vraiment oser l'épargne retraite. En France, pendant très longtemps, on s'est contenté de la retraite par répartition. Il faut savoir aujourd'hui que la retraite par répartition, c'est 98% des cotisations, 97,6% des cotisations. L'épargne retraite, c'est 2,4%. Donc d'ailleurs, ceux qui disent que la répartition est menacée par l'épargne retraite, franchement, c'est long, on est loin de ça. Mais donc, il faut oser, n'ayez pas peur, il faut oser l'épargne retraite. D'autant, c'est vrai, c'est une évolution forte aujourd'hui. Les retraités sont actifs, ont des projets, notamment pendant les premières années, des projets forts de vie. Et le PER permet justement de s'adapter à travers une sortie en capital fractionné. Si je veux plus d'argent au début de ma retraite parce que je vais m'installer au bord de la mer, je vais changer de logement, je peux sortir de plus de capital. Ou je me dis, oh là là, j'ai peur de ma dépendance. C'est vrai que c'est un autre problème, on n'en a pas parlé. Mais les Français sont très inquiets en matière de dépendance. Donc dans ce cas-là, je tire pas trop d'argent sur mon PER et je le garde le cas échéant pour donc faire face malheureusement à des situations de dépendance. Donc le PER est extrêmement souple et peut répondre à un très grand nombre de cas, de situations. Olivier, le mot de la fin. En fait, tout a été dit. Désolé, Olivier. Donc voilà, c'est la personnalisation absolue et surtout, faites le plein fiscal parce que de toute façon, aujourd'hui, demain, quand vous serez retraité, vous pourrez, comme vient de le dire Philippe, disposer de cet argent totalement librement pour donc pouvoir financer plein de projets immédiats ou futurs, voire même transmettre son patrimoine. On va attaquer donc les questions du public. Avant de retrouver la régie, 2 questions avaient été posées avant l'émission. La première, elle est pour vous, Geoffroy. Mon banquier m'a ouvert un PER. Est-ce que je peux quand même ouvrir un PER chez MMA ? Bien sûr. Donc on revient. Contact avec son agent général. Présentation de son objectif personnel. Étude des caractéristiques du PER du banquier, des caractéristiques du PER MMA, PER Avenir, souscription donc de ce nouveau contrat et à un moment donné peut-être de transférer pour en avoir qu'un et pour rebondir sur ce que disait Philippe, le PER a quand même comme caractéristique d'avoir cet élément de simplicité puisque on peut transférer tous ces contrats passés dans un contrat unique et le PER, de pouvoir le suivre sur son espace client MMA, donc plutôt que d'avoir à ouvrir plusieurs sites pour pouvoir suivre cette épargne retraite. Voilà. Donc oui, c'est possible d'ouvrir 2 contrats de PER, de PER. Il n'y a pas de limite. Une question un peu proche, mais qui ne correspond pas à la même situation. Pour vous, Olivier, je dispose déjà d'un PER entreprise. Est-ce que je peux ouvrir un PER individuel chez MMA ? Alors déjà, bien sûr. Puis après, ça s'étudie aussi. Donc si vous avez la chance d'avoir un PERCOL alimenté par l'intéressement, la participation, voire un abondement, profitez-en. Vous avez la chance d'être dans une catégorie qui a un PER obligatoire, profitez-en, c'est l'entreprise qui paye. Maintenant, si vous avez à faire des versements volontaires, faites-les plutôt sur un PER individuel, un PER MMA, parce que en fait, la gamme d'UC sera souvent plus large que celle qui sera proposée en entreprise. Puis en plus, là, vous n'êtes pas face à un écran, un extranet d'une compagnie d'assurance. Vous êtes face à un agent qui va personnaliser le conseil en fonction de la situation. Voilà, maintenant, il est temps de retrouver François en régie. François, est-ce que nous avons des questions du public qui nous sont arrivées pendant l'émission ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, nous avons plusieurs questions du public. Une première question de Dominique, qui est la suivante. Selon la longévité qui augmente tous les trimestres, vaut-il mieux prendre son capital ou la rente ? Alors, en fait, c'est une sorte de pari, puisque l'avantage de prendre la rente, c'est que c'est la compagnie qui prend le pari, puisque c'est la compagnie qui va vous garantir à vie un revenu. Maintenant, les taux de rente aujourd'hui sont quand même assez faibles
Et je pense que pour récupérer son argent librement, à tout moment, en fonction de ses besoins, c'est un choix qui va de plus en plus s'imposer. Et le gros frein, finalement, des Madelin auparavant et des PERP, c'était finalement cette sortie en rente viagère que n'apprécient pas beaucoup les épargnants français. Quitte à prévoir, d'ailleurs, et à organiser, j'imagine, après, les prélèvements, les retraites. On peut aussi décider de ne pas récupérer son PER tout de suite et d'attendre un peu plus longtemps. Notamment, il y avait le risque de dépendance. Et là, transformer son capital en rente viagère, on aura en plus un taux de rente, autrement dit, la conversion de l'épargne en rente sera beaucoup plus favorable pour le retraité. Et pourquoi pas changer son capital qu'on n'a pas tout à fait utilisé à 75 ans en rente viagère. Notamment pour couvrir le risque de dépendance dont parlait Philippe tout à l'heure. Je crois que c'est un choix personnel. C'est vrai que la rente viagère, comme l'a dit Olivier, c'est la régularité, c'est le fait qu'on va toucher un revenu régulier jusqu'à la fin de sa vie. Avec le problème de la revalorisation. Et c'est vrai que dans l'imaginaire français, il y a une mauvaise image de la rente, peut-être un peu exagérée, mais c'est comme ça. La sortie en capital, ça veut dire qu'il faut gérer son capital jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça signifie qu'on prend les choses en main avec le risque inhérent à gérer un capital. Donc on peut évidemment choisir l'option, on va dire, intermédiaire, de sortie partielle en capital, fractionnée, et puis, ou le cas échéant, le conserver et arbitrer au dernier moment. Ça, il y a toutes les solutions possibles dans le PER. C'est l'avantage, c'est très souple. Très souple. François ? Oui, une dernière question de Carmen qui nous dit qu'en PER, si les versements produisent de la déductibilité sur les impôts, est-ce que ça provoque aussi une baisse de l'assiette des cotisations pour la retraite ? Pas du tout. Non, c'est juste un avantage fiscal. Ce n'est pas un avantage social, ça ne diminue pas l'assiette des prélèvements sociaux. C'est comme il était dit, effectivement, en France. Finalement, c'est un objectif partagé entre, d'un côté, l'État, qui souhaite s'assurer que ses concitoyens puissent vivre dignement leur retraite, et donc les épargnants qui se constituent un capital. Et donc, le point convergent, c'est la déduction fiscale, c'est la fameuse carotte. Ouais. Donc voilà, finalement l'État a intérêt à amorcer cette dynamique au travers cette déduction fiscale, et c'est cette déduction fiscale qui attire l'épargnant français à orienter son épargne vers ce type de produit. Et c'est la diminution de l'assiette sociale uniquement sur le compartiment 3, le PER obligatoire, où là effectivement l'entreprise qui verse les cotisations a un plafond de déduction à 5% des salaires. Mais quand on est sur un PER individuel, on conserve son assiette de prélèvements sociaux. Alors, il faut voir que d'ailleurs sur le PER individuel, le titulaire a même la possibilité, ce qui n'existait pas avant dans le PERP, de dire « je ne veux pas de l'avantage fiscal à l'entrée ». Il peut dénoncer l'avantage fiscal à l'entrée, et dans ces cas-là, il a un régime fiscal à la sortie. C'est vrai qu'en règle générale, il vaut mieux prendre l'avantage fiscal parce qu'on ne sait pas ce qui se passera d'ici 10 ou 20 ans. Il faut toujours prendre le cadeau fiscal de l'État. Mais c'est vrai, s'il considère qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt majeur ou ce n'est pas l'objectif numéro 1 de déduire fiscalement, il peut refuser l'avantage fiscal et dans ces cas-là, bénéficier à la sortie d'un régime fiscal plus attractif. Et c'est là l'extrême souplesse du PER. Pour être clair, je déduis à l'entrée, je serai fiscalisé à la sortie, je ne déduis pas et je ne serai pas fiscalisé à la sortie. Tout à fait. Ça, c'est aussi parmi les choix, peut-être que l'agent MMA peut c'est un match avec l'assurance vie. Oui, l'assurance vie avait gagné. Exactement. Voilà. Après, tous les arbitrages, il y a toutes les possibilités qui sont sur la table, et c'est là où c'est important, justement, de matcher, de regarder qu'est-ce qui est le plus avantageux ou pas. Olivier, Philippe, Geoffroy, merci. Merci de tous ces conseils, de tous ces enseignements. J'espère que vous y voyez plus clair. En tout cas, dans quelques jours, vous pourrez sur le site MMA en direct consulter les replays de cette émission. Et je vous remercie de votre participation et je vous dis à très bientôt et excellente journée. Merci beaucoup.